Chapitre 7. La date du mariage fixée, je traînais à longueur de journée une lassitude et un mutisme dont rien ni personne ne pouvait venir à bout. Je ne mangeais plus, je riais plus. Je ne riais plus. Je maigrissais à vue d'œil et c'est sans conviction que j'ai passé mon examen et dans une totale indifférence que j'ai appris mon succès. Les préparatifs du mariage ont alors commencé. Une femme est venue spécialement du Tchad aux frais de mon fiancé. Elle a commencé à m'épiler complètement à la cire. Matin et soir, elle recouvre mon corps entier de diquets. À base de pommes de terre, de riz, d'huile et de parfums capiteux, cette pâte noire et humide à l'odeur tenace sert de gommage. Après une demi-heure de pause, elle me masse longuement avant de m'enduire tout le corps d'une huile végétale parfumée au clou de girofle et jaunie au curcuma. Dans un autre contexte, je prendrai plaisir à ces soins. Ensuite, la femme a mis de la braise dans un récipient, l'a recouvert de morceaux de bois d'acacia réservés à cet usage et m'a obligé à m'encenser durant 1 heure. Recouverte d'une épaisse couverture, je transpire énormément dans la chaleur horrible de ce sauna improvisé, ce qui est censé rendre ma peau plus lumineuse et mon teint plus clair. Un rituel hérité du Soudan via le Tchad. Séquestrée dans la chambre de ma mère, je dois rester cachée. Mon esthéticienne très joviale me flatte sans cesse. Vraiment, Ramla, quelle beauté! Ta peau est de plus en plus douce et ton corps en baume. Même ta sueur pendant des mois continuera à sentir le bois d'acacia et de santal. Aladji Issa ne pourra résister, tu verras. Il t'offrira tout ce qu'une femme peut désirer. Ta co-épouse aura de la peine à te faire concurrence. Si elle trouve même le courage de rester. Oui, ma fille, c'est moi qui te le dis. Croisant mon expérience, il sera comme un jouet entre tes mains. Tu seras heureuse. Je ne réponds pas. Que puis-je dire à cette étrangère qui me considère comme la 8e merveille du monde, pour qui épouser un homme aisé est le summum du bonheur? Comment faire comprendre sans la blesser que je me fiche de cet homme? La veille du mariage, elle achève son travail. En passant une journée entière à tatouer sur mes bras, mes jambes, mon buste et même le dos des motifs au henné noir. Sur ma peau claire, les dessins sombres offrent un bel effet. Elle ne manque pas ici et là d'ajouter les initiales de mon futur promis. Elle n'est pas la seule à me préparer au mariage. Mon père y participe aussi d'une manière autre. Il apporte pour mon bain des écorces censées me protéger du mauvais œil, des gardés supposés me donner du charme, des feuilles à encenser pour me protéger des jeans. Il invite des marabouts à écrire des milliers de versets coraniques sur des planchettes qu'on lave ensuite. Et je bois cette eau bénite sous la stricte surveillance de ma mère afin de me rendre agréable à cet époux dont je ne veux pas et de me protéger de cette coépouse qu'on m'impose. 2 jours avant la date fatidique, je tente un dernier recours auprès de ma mère venue me tenir compagnie. Didi, si vous m'obligez à l'épouser, je me suiciderai. Si tu te suicides, tu iras toi en enfer et si tu continues à faire la tête, je te jure que je ferai une crise. Je vais mourir et ce sera de ta faute. Au mieux, je serai répudiée. C'est ce que tu veux? Si encore il ne s'agissait que de moi. Mais tes petits frères, tes petites sœurs, ils sont trop jeunes pour vivre sans protecteur dans ce repaire de loups. Es-tu prête à les sacrifier juste pour ton soi-disant bonheur? On ne t'envoie pas en enfer, Ramla. Bien au contraire, tu vas épouser un homme auprès duquel tu ne manqueras jamais de quoi te nourrir, de quoi t'habiller et tu auras plus de biens que tu ne pourras en désirer. Regarde ta demi-sœur Maïmouna. Son époux peine à assurer le nécessaire et elle doit encore attendre que votre père la nourrisse et l'habille. C'est ça que tu veux vivre? Jamais je ne te laisserai affronter la pauvreté. Tu ne me comprends pas, mère. Je voulais dire. Elle m'interrompt d'un geste de la main, baissant encore plus la voix. Un pli sévère bat son front encore lisse. Tu dois savoir une fois pour toutes que tes décisions n'influencent pas que ta vie. Grandis, nom de Dieu. Cela s'est passé de la même manière pour moi, pour tes tantes, pour toutes les femmes de la famille. Que veux-tu prouver? Déjà, tes jeunes sœurs risquent de ne plus être inscrites à l'école par ta faute. Tu as réussi à donner une idée négative de l'instruction par ton comportement.
Ressaisis-toi, Ramla. Estime-toi heureuse de ton sort et remercie plutôt Allah de ne pas te donner pire destin. Préfères-tu épouser ton cousin Moubarak, ce voyou? Bien sûr que non, dis-je d'une voix petite. Parce que crois-moi, la mère d'Hindou, elle serait prête à tout pour que ce soit sa fille qui devienne la femme d'Aladji Issa. Pourquoi veux-tu à tout prix m'humilier? Je ne pourrai jamais t'humilier, Didi. Tu ne m'as pas comprise. Je dois accepter ce mariage, tout le monde me le dit. Mais moi, ce que je ressens ne compte pas. Qui est-ce qui se soucie de moi? Je ne veux pas me marier, je voulais continuer mes études. Tu as déjà terminé tes études. Tu ne serais pas en train de te marier que tu serais resté à la maison. Jamais ton père n'aurait permis que tu ailles à l'université, ni ici, ni encore moins ailleurs. C'est aussi pour cela que j'avais accepté d'épouser Aminou. Avec lui, j'aurais pu continuer et je l'aime. Alors ton amour est impuissant et inutile car il n'est plus réciproque, fait-elle impitoyablement. Arrête tes caprices une fois pour toutes, sinon je me désolidarise de toi. N'as-tu pas de dignité, Ramla? Ou as-tu perdu le sens de l'honneur qu'on t'a inculqué? Qu'est-ce que tu en sais si Aminou m'aime ou pas? Elle éclate un rire triste. S'il t'aime comme tu veux le croire, alors dis-moi une chose. Où est-il? Ainsi s'achève notre chapitre 7. Que c'est triste ce moment que doit vivre notre chère Ramla. Et cela, ça plante encore plus le décor, ça nous fait comprendre comment ces jeunes qu'on emmène dans l'antre du mariage, comment elles se sentent, dans quel état d'esprit elles rentrent dans ce mariage. Car voyez-vous, cette jeune fille, Ramla, ne veut vraiment pas se marier. Elle est dans la fleur de l'âge, elle a des idées, elle veut poursuivre ses études, être quelqu'un de main, quelqu'un d'instruite, quelqu'un qui saura défendre ses droits et les droits des filles. Mais regardez ce que sa mère lui dit. Elle lui dit à cause de son comportement, elle fera que plus jamais on ne laissera une fille aller encore à l'école. Cela veut dire que la tradition, c'est la tradition et l'école des Blancs, on voit cela comme un leurre, un rêve. C'est pour pervertir les jeunes filles. Car dans l'entendement des parents d'avant, lorsqu'on est femme, c'est juste pour apprendre à cuisiner, à savoir tenir une maison, à savoir servir son mari. Car lorsqu'on rentre dans la fleur de l'âge, automatiquement, on tourne en mariage à un parti que les parents estiment bon pour toi. Car cela ne tienne, même si tu n'aimes pas cette personne, tu es censé te marier pour l'honneur, pour ta dignité, la dignité de ta famille. Car si jamais Ramla s'oppose à ce mariage, sa mère se verrait répudiée. Et cela sera une honte pour sa famille. Et elle portera ce poids sur ses épaules tout le long de sa vie, chose qu'elle ne peut pas se le permettre. Car entre chantage, entre menaces, elle n'a pas le choix. Que pourra-t-elle faire, elle, une jeune fille qui est encore dans la fleur de l'âge, qui n'a pas encore vécu que par elle-même, qui a toujours dépendu de ses parents? Je trouve cela bien triste. Je trouve ce lavage de cerveau bien triste, ce chantage, ces menaces dont elle fait dont elle est confrontée tous les jours pendant ce moment dont on la prépare pour son futur mariage. Et vous, que pensez-vous de ce chapitre? Pensez-vous qu'elle devait se rebeller et fuir la maison? Ou bien qu'elle devait se laisser aller plutôt à ce mariage-là? Sur ce, je vous dis à très bientôt.